Questa sera sono venuta al Teatro Garuno a Toulouse per vedere la compagnia GDR Gdra. Scombi a vedere ecco. E perché passa? Récit. Une personne, toi. Une personne. Une toi. Une personne, toi. Une personne, toi. Une personne, toi. Une personne, toi. Car tenir debout n'est pas un récit, raconter une histoire. On a parfois du mal, tout arrive un peu en bloc. Le spectacle, je trouve, démarre fort avec, de mon point de vue, des prises de risque de leur part. Ils se sont accoquinés avec un format de spectacle, je pense, nouveau pour eux. Et ils arrivent avec, en passant par beaucoup de degrés, beaucoup de subtilités, beaucoup de degrés, du plus petit, du microscopique jusqu'au macroscopique, du temps éclaté, du temps présent, du rêve, de la réalité, de la fiction évidemment. J'étais Amin El Yacoubi, E-L, plus loin Y-A-C-O-U-B-I, fils de camelot marocain, né à Oujda, Maroc en 1944, immigré très tôt en Algérie avec sa famille. Mes parents furent chassés en 1975 lors du grand refoulement. J'avais 31 ans lors de mon mariage. Pour certains dans nos familles, notre mariage était une énigme, voire une anomalie. Un arabe et une berbère, un algérien, un marocain et une algérienne. Avions-nous bien fait de nous marier? Non. Le 15 mars 1976, parce que nous étions pauvres en argent, nous sommes partis pour la France. J'étais enceinte de Rachid, j'étais déterminée. Nous avons pris le bus Tlemcen-Oran, 6 heures de route, et déjà Jamila, je commençais à douter de notre choix. C'est le second tome d'un triptyque qui s'appelle La Personne. Le premier tome, c'est Singularité ordinaire. Nour, c'est le second tome. Et tu reconnais un peu mes obsessions sur le bilinguisme, sur la transmission culturelle. Donc, il y a une grosse part autobiographique, en fait, et qu'on peut ramener à mes propres préoccupations par rapport à la culture occitane, par rapport à la transmission de la langue occitane. Nour, elle est dans la même position que tout un tas de jeunes occitans dont le père, la mère ou les grands-parents parlaient la langue, dans des familles où il n'y a pas eu vraiment de transmission linguistique, pour X raisons évidemment. Je rencontre les êtres humains, des personnes. Je m'appelle Amin El Yacoubi et je me rends de toute autre personne. Arrête de parler berbère. Je supporte pas que tu parles berbère. Que toi et ta mère qui parlent berbère. Que toi et elle qui comprennent. Tu parleras en pays. On a invité tout un tas de témoignages de personnes, elles, bien réelles, qui sont la tante de Nour, le voisin de la famille El Yacoubi, Nour El Yacoubi, la grand-mère de Nour, l'ex-compagnon de Nour. Donc en fait, Nour, c'est un personnage qui oscille en permanence entre la fiction et la réalité, mais c'est une jeune femme, algéro-marocaine, née en 83, à côté de Périgueux. Et je pense que quelque part, si elle a eu ce parcours, Nour, je pense que c'est grâce à moi. D'accord. Parce qu'elle était plus jeune que toi. Oui, elle était plus jeune. Elle a 6 ans, elle a 6 ans moins que moi. D'accord. Dès qu'elle venait à la maison, en fait, moi avec mes frères et sœurs, on écoutait du Jackson. Bad, l'album Bad 85. Ah ouais, ça. Et voilà, elle se mettait à danser avec nous, et nous on était épatés, parce que nous, on essayait de danser tous les jours. Et elle, clac, elle avait ça dans le sang, elle le sentait, clac. Elle s'est mise à la piste, elle nous a bluffés. Elle était douée pour la danse. Attends, elle nous a bluffés. La gamine, elle nous a bluffés. Je trouve qu'ils sont devenus, il était déjà dans Singularité ordinaire, mais là dans Nour, ils nous donnent le goût de la trame narrative, quoi. Ça suffirait encore si c'était une personne qui se racontait, et eux ils rajoutent du suspense. Qui est ce Rachid? On le devine, là on le sait, on le comprend à la fin, c'est peut-être on rentre dans l'intime, même dans l'intime des fabricants du spectacle. Nous sommes préoccupés par tout un tas de choses en commun. Après, Christophe fomente les écritures du GDRA. Donc, il rappelait l'autre jour, ça me rappelle aussi des choses chez moi, que la première grande altérité pour lui à Rodez, c'était ses copains marocains avec qui, comme tu le disais, vous partagez des questions communes sur justement cette transmission ou cette non-transmission. Moi, ma première grande altérité, c'était Salima Cherab et son père Mohamed, qui était mon prof de flipper dans la rue de l'Ardoise au Mans, qui était un des rares Marocains du quartier. Voilà. Après, quand on parle de bilinguisme et de culture, moi j'ai essayé de fonder un couple mixte, bilingue et international. Il se trouve que ça n'a pas
abouti, mais ça a été 5 ans de bonheur, de voyage et de langue aussi à apprendre, à partager, de communication ou d'impossibilité de communiquer parfois. Donc voilà, ce sont des thèmes dans lesquels je me retrouve, même si mes parents m'ont parlé français et que quand on parle de patois en Sarthe, c'est tellement loin que ça ne préoccupe plus grand monde. Donc, mais moi, sur les questionnements de Christophe qui l'animent, sur les questionnements qui me touchent, ouais, qui m'intéressent, déjà d'observer lui être animé par ces questions-là. L'histoire de composition et de recomposition, donc voilà, d'une transmission qui est faite par bribes, que tu chopes des choses parce que ça te plaît à un moment, il y a des choses dont on te dit pas, puis tu découvres petit à petit, après toutes ces choses-là, enfin, que tes parents soient algériens, marocains, français, qui parlent le patois ou le français ou autre chose, il y a de toute façon des choses qu'on te transmet, qu'on te transmet pas, et comment tu composes, tu recomposes, ça c'est aussi... ça touche tout le monde. Comment elle avait rencontré mon grand-père, ou quand c'était à l'école, quand elle était petite, enfin voilà, des choses comme ça, et je sais pas pourquoi elle a jamais pu répondre à ces questions. Pourtant c'était pas grand-chose. On se situe pas tellement à l'échelon des débats médiatiques. Bien sûr, ça fait écho. Ça fait écho avec des débats médiatiques, ça fait écho avec une certaine conception républicaine des identités, mais qui ne nous intéresse mais absolument pas, quoi. On a vraiment envie de se situer ailleurs. On s'en moque, nous, des histoires de drapeaux, de pays, de territoires. Pour nous, le territoire n'existe pas sur une carte. Le territoire, c'est des relations entre des personnes, des attachements, et ça dépasse largement les frontières cartographiées. Ce qui est intéressant, c'est à rapprocher, je pense, à la pratique de l'anthropologie de Christophe, avant la mise en scène et l'écriture de spectacle, cette façon de considérer, s'intéresser au parcours d'une seule personne et de pas aller dans une pensée sociologique quantitative qui va essayer de créer des catégories. Et c'est là aussi que Julien et moi nous retrouvons bien dans ce que Christophe nous propose dans les écritures du GDRA, parce qu'on va s'intéresser à une seule personne, et c'est des choses où toutes les étiquettes volent en éclats, parce que quand on se rapproche des gens, quand on s'intéresse à une seule personne, ça devient difficile de la catégoriser à ce point. C'est ça qui est très intéressant dans ce qu'on fait ensemble, je crois. Et au moins, son métier, c'est Tashtar. Son métier, elle veut danser, elle veut être libre, et son père, il veut pas. Et elle est contre ça. Elle veut faire qu'est-ce qu'elle veut. Et elle m'a coûté et elle était libre. On est tous les trois très influencés par les travaux de Bruno Latour que je mets en partage avec les copains depuis un moment et qu'on a eu la chance d'inviter ce week-end à Toulouse au Garonne. Et Bruno a écrit un livre, Nous n'avons jamais été modernes, où il traite de la modernité et où il réfléchit au temps. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIe siècle quand, en Occident, on a basculé dans une pensée objectivante, de la rationalité, une pensée du progrès. Et lui dit que tout ça, cette pensée du progrès, où l'individu se serait détaché complètement de ses attaches traditionnelles, n'est qu'une rhétorique mensongère. Il dit les Occidentaux ont la langue fourchue. En fait, nous n'avons jamais été modernes, nous sommes toujours restés attachés à des liens qui nous lient au passé, qui nous lient vers l'avenir, qui nous lient à des objets, à des êtres, à nos familles. Nous n'avons jamais été modernes. L'individu complètement singularisé, décontextualisé du collectif, n'existe pas. Et ça nous a beaucoup influencé, cette pensée. Et ça m'a d'autant plus influencé quand j'ai lu Latour que j'ai vraiment eu la sensation d'avoir côtoyé des personnes non modernes. Par exemple, mon grand-père qui parlait aux arbres, qui avait un rapport lexical ultra diversifié à la nature, ou même mon père, ont quelque chose de amoderne, comme dit Bruno Latour. Et je pense que le théâtre que l'on fait, nous, il est amoderne. Donc il n'est pas du tout, certains disent, ouais, un théâtre très contemporain, avant-gardiste. C'est pas du tout nous ce qu'on revendique, on le trouve très archaïque, très traditionnel. Et d'ailleurs, il est très proche du théâtre Kekak, par exemple, qui est le théâtre balinais traditionnel, qui a plus de 1000 ans, et où on a déjà de l'interdisciplinarité, et où on a déjà du texte mélangé avec de la danse, avec de la musique. Donc voilà, on est assez méfiant quant à cette idée de modernité. On aime bien la questionner, on aime bien questionner le temps qui passe. C'est plat. Ambe projet. Ça t'arrive de rêver des
cow-boys aussi ou, Moi, ça m'arrive de rêver de martiens beaucoup. Et j'ai fait un rêve de martiens pendant Fukushima qui m'a beaucoup hanté. Et je ne vais pas le raconter là, mais il était beaucoup question de films de George Romero avec des zombies, il fallait se réfugier, ce genre de choses. Mais de cow-boys, c'est étonnant ces cow-boys. Les cow-boys, les Indiens, les indigènes et les Indiens, berbères. Voilà encore une langue dans la langue, les Arabes, les Berbères. Ça m'a fait penser à un épisode à Qajar d'un monsieur qui est berbère en fait, et on le prend pour un Arabe. C'est loin d'être clair pour lui.